plus mis en avant que les autres. Par contre, ça me demande une certaine régularité. Si je lâche l'affaire pendant 1 mois ou 2, si je pars en vacances... Attention, c'est vrai que ce format short, il a fait quand même du mal aux vidéastes, etc. Moi, j'en ferai jamais pour la simple et bonne raison que je pense que ça met un gros coup au référencement. Et je suis pas le seul à pas en faire. Si vous regardez un peu des gros vidéastes aussi dans ma branche, on va dire que je suis à 65% les revenus publicitaires, 35% partenariat. Je sais que c'est un peu étonnant. J'étais un peu quand même dans l'inconnu, dans la négociation, etc. C'est eux qui m'ont proposé un prix que j'ai accepté d'entrer volontiers. Avec près de 600 000 abonnés, ses commentaires en direct captivent les passionnés de football. Il se distingue par un caractère bien trempé et une énorme passion. Dans cet épisode, Raph Football va nous partager son parcours, ses secrets. Alors comment on fait pour en arriver là? Comment on fait pour avoir une communauté aussi grande et vivre de sa passion des commentaires de football? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et si toi aussi tu veux réussir sur YouTube et en faire un business viable, ou alors que tu es un professionnel et que tu aimerais accroître ton business grâce à YouTube, n'hésite pas à aller sur créateurdesuccès.com. On va te donner toutes les clés. Dans Créateur de succès, on accueille Raph Football qui commente les matchs. Salut à toi Raph. Salut à vous deux, merci pour l'invitation, c'est un plaisir, c'est un honneur. Je connaissais déjà vos vidéos avant que vous me contactiez, j'étais tombé sur 2-3 dont Alex Castro et je ne sais plus exactement, mais j'ai apprécié le concept et c'est avec plaisir que je vous ai donné mon accord. Voilà. On ne pourra pas dire qu'on fait des préférences. Il y a eu l'immigré parisien qui commente les matchs qui est parisien. Là, on a un Marseillais qui fait la même chose. Donc, on pourra dire qu'on est neutre ici. Ouais, nous, on est là pour rassembler, que tu sois pas parisien, marseillais, lyonnais. C'est la même chose. Première question, Raph, c'est qu'est-ce que tu faisais avant YouTube ? Alors, j'ai eu un parcours un peu varié. J'ai commencé à faire des études dans le commerce. J'ai eu un bac+2 dans cette branche. Ensuite, j'ai fait quelques boulots à droite à gauche, commercial et autres. Et puis, je suis arrivé sur Marseille en 2017 et j'ai fait un diplôme universitaire dans le journalisme à Logicam, une des écoles reconnues dans la profession. Ça se termine par un stage assez long à la Provence d'ailleurs, où j'ai fait quelques piges là-bas. Donc là, on est début 2018. Ça se passe plutôt bien. Pendant la période estivale, pareil, je fais 2-3 boulots. Bon, ça se prolonge pas malheureusement à la Provence. Je travaillais à la boutique des supporters en face du stade Vélodrome d'ailleurs, pendant quelques mois avec des amis que je m'étais fait à l'époque. Donc tu avais pour but d'être journaliste. Ouais, clairement. J'avais cette passion depuis tout petit pour le journalisme. Et j'ai vu qu'il y avait la possibilité, j'avais 24-25 ans à cette période, de faire un diplôme universitaire, même en ayant un bac+2 dans le commerce. Et puis j'ai saisi cette occasion à Logicam. Et puis c'était une période où les réseaux sociaux, notamment YouTube, 2018, ça commençait à prendre petit à petit. On voyait déjà des créateurs de contenu exploser sur ce réseau. Et puis je voyais des gens débriefer les matchs de foot, notamment ceux de l'OM. Et puis j'avais ça aussi dans un coin de la tête. Donc je lance ma chaîne à cette période-là, l'été 2018 en fait. Voilà. À ce moment-là, c'était qui les grosses têtes qui étaient déjà bien développées dans le YouTube OM notamment? Ben Gouz, Mohamed Eni, et depuis 2-3 ans déjà, ils étaient installés. Sinon, j'en ai quelques-uns en tête. Il y avait mon ami Francky Foot, que je salue, qui avait déjà commencé à cette période. Il y avait même Supporter of Marseille, qui était déjà là-dedans. Et puis d'ailleurs, pendant mon stage en journalisme à la Provence, dans le service des sports, c'était plutôt presse écrite, moi d'ailleurs, j'étais tombé sur un créateur de contenu sur YouTube qui s'appelle Sodred, que vous devez connaître je pense, qui commentait les matchs. Et c'est lui un petit peu qui a lancé ce concept de faire vivre les matchs en direct sur YouTube. Il a créé ça début 2017 lui. D'ailleurs son premier souvenir, il en parle souvent, c'est Barça PSG, la remontada, où sa chaîne avait explosé. Je sais que ça vous fait grincer un peu des dents, mais pour lui ça a été un souvenir marquant. Et moi j'étais tombé sur sa chaîne donc en avril 2018. C'était un match de Lyon, d'ailleurs de Ligue 1. Moi, ça m'intéressait parce que Lyon était en concurrence avec l'OM. On jouait le podium, on était au coude à coude. Donc le résultat m'a porté. Et j'avais trouvé ça génial. J'étais impressionné qu'un mec comme ça sur Internet fasse vivre les matchs comme ça sur YouTube. Avec en plus, parce que c'est un petit peu un concept radio, les statistiques, les compos, l'interaction avec le chat. Et j'avais compris que le mec, il en vivait. Et moi, ça m'avait marqué. Et je me disais, purée, il a la chance de faire ça. Et cette idée-là, elle m'est revenue
juste après le lancement de ma chaîne YouTube qui à la base était pour faire des débriefs de l'OM. J'ai commencé comme ça pendant quelques semaines parce que j'aime le foot mais j'aime l'OM avant tout. Et puis rapidement je me suis rappelé de sur quoi j'étais tombé quelques mois auparavant, le concept qu'a créé Sodred. Et je me suis lancé rapidement dans ça, l'été 2018. Voilà. Ouais, puis en plus de ça, Sodred, c'est très divers. Donc ça veut dire que toi, tu étais en fait le premier dans ta niche. Est-ce que tu as démarré en commentant juste l'OM ou est-ce que tu as démarré généraliste un peu comme lui? Généraliste, clairement. Bon, j'ai jamais caché mon amour pour l'OM d'entrée de jeu. Mais je faisais même d'autres matchs de Ligue 1. J'ai fait des matchs internationaux. À l'époque, c'était pendant la trêve septembre 2018, donc il y avait des matchs de Ligue des Nations, je me souviens. Mais non, c'était dans un état d'esprit de toucher un petit peu à tout. Et de toute façon, ce qui me plaisait dans ce concept-là avant tout, c'était de faire vivre les matchs en direct. L'OM, c'est mon club, c'est ma passion. Il y a ce surplus, il y a aussi cette pression, des fois qui pèse un peu trop. Mais j'aime faire vivre les matchs en direct. Donc dès l'instant où j'avais décidé de me lancer là-dedans, j'avais envie de réussir. Je vais pas mentir, j'y croyais aussi. Je me disais, il y a quelque chose à faire. J'étais pas non plus le deuxième à me lancer là-dedans. Il y en avait quelques-uns, dont Thomas Parlefoot d'ailleurs, que je salue, qui s'est lancé à la même période que moi, l'été 2018. Voilà. Et d'autres. Voilà. Ouais. Thomas, on a déjà évoqué, on essaie aussi de trouver une date, D'accord. comme avec toi. Ça se fera, je crois. Mais du coup, quand tu as vu tout ça, tu as vu déjà Sodred, tu as vu d'autres personnes, tu t'es pas dit c'est bouché, il y a déjà plein de gens qui le font. Comment tu t'es dit peut-être que moi je vais pouvoir avoir mes parts de marché et vivre de ça aussi? Oui, c'est une réflexion qu'on peut se poser. Hein. Il y a eu plusieurs choses dans ma tête. Déjà, encore une fois, en me lançant sur YouTube, bon, l'OM est mon club, ma passion, débriefer les matchs, ça me paraissait normal et c'est ce quoi je sais parler de mieux, hein, évidemment. Mais faire vivre les matchs en direct, c'est là où j'allais prendre le plus de plaisir. Pour certains, c'est fatigant, c'est contraignant. Certains, ils aiment mieux regarder le match tranquillement. Et puis, non, j'ai pas eu cette sensation que c'était bouché. Bon, même si Sodred, il cartonnait à cette période, à cette époque. Bon, on a tous un petit peu... C'est un exercice très personnalisé de commenter les matchs. Hein. On peut pas ressembler à tel ou tel. Hein. Quand tu décris les actions en temps réel, on a tous un style spécifique, encore plus, je trouve, dans cette branche-là. Donc non, j'ai pas eu cette réflexion que c'était bouché. J'y ai cru, même si, dans ma tête, je me suis dit, laisse-toi en moyenne 6-7 mois pour voir un peu ce que ça donne. Et il y a un moment au niveau organisation que ça a été compliqué pour toi par rapport à ce que tu faisais à côté, ton travail, etc. Ou est-ce que ça a été facile pour toi, tu faisais ça sur ton temps libre et puis de toute façon tu devais regarder le match? Oui, au départ j'avais quelques boulots à côté, hein, pendant la période 2018-2019. Non, ça n'a pas été si contraignant que ça, même si la moyenne des matchs que je commentais à l'époque, elle était beaucoup plus basse. Hein. Je tournais à 4 matchs maximum par semaine. Donc 2 le week-end grosso modo, hein, tantôt le mardi, mercredi, Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Et d'ailleurs c'est dommage parce que sur ma chaîne YouTube, mes lives de 2018 ne sont plus disponibles, ni 2019, pour la simple et bonne raison qu'on n'a plus le droit à avoir accès au radar qu'on utilisait à l'époque. Donc la plupart des créateurs de contenu qui commentent les matchs, vous ne verrez pas les rediffusions de cette période-là. Donc on ne voit pas l'ensemble de mon parcours malheureusement. Ok, et justement on parlait de Sodred tout à l'heure, lui il a plus sa chaîne YouTube si je me trompe pas, puisque maintenant il commente sur Winamax, si je dis pas de bêtises, à 100%. Est-ce que toi tu as déjà eu justement des contacts, que ce soit Winamax ou peut-être d'autres chaînes de télé, etc. Vu que tu as commencé quand même à pas mal exploser, et lui a été débauché il y a je crois 2 ans. Donc ça devait être au moment où toi tu avais une pleine ascension. Est-ce que tu as déjà eu des contacts par rapport à ça? Et est-ce que aussi c'était peut-être un rêve dans ta tête de pouvoir après vivre d'autres choses que de YouTube? Alors, des contacts venant de radio ou de chaînes télé, non, j'en ai pas eu pour être sincère. Bon, grâce à mon évolution, d'ailleurs ce matin j'étais vers un média local à Marseille pour parler un petit peu de l'actualité. Mais non, en termes de commentaires de matchs, parce que Winamax en effet, ils commentent les matchs en direct aussi hein, sur leurs médias, ça m'est pas arrivé, non. Après, pour répondre à ta deuxième question, j'ai oublié d'ailleurs. Est-ce que c'était une volonté, peut-être une idée dans ta tête de passer par YouTube pour te développer, être connu un petit peu dans ce commentary game et peut-être d'aller après sur une chaîne télé ou quoi? Ça a fait partie de ma réflexion, je ne vais pas le cacher, parce que je sortais de Logica, mais j'avais un diplôme en main, j'avais une bonne petite expérience à la Provence. Et d'ailleurs, aussi, je ne vais pas le cacher, sur les 2 premières années, j'avais un style peut-être un peu plus dans la neutralité.
même si j'avais ce penchant pour l'OM, mais j'avais le style peut-être un peu plus sérieux, carré, droit, quoi qu'il arrive. Après, je me suis un petit peu lâché, pour le meilleur et pour le pire. Mais j'avais une autre réflexion à partir de 2021, dès l'instant où j'ai commencé à en vivre, hein, c'est à cette période-là. On en parlera, je pense, tout à l'heure. Donc oui, au départ, c'était dans un coin de ma tête. Ça pouvait servir dans mon CV, par exemple. Tu te rappelles de ta première vidéo, enfin pour toi c'était peut-être en live, qui a explosé. Et selon toi, pourquoi c'est celle-là qui a explosé? Alors oui, c'était un live, hein, un match que je commentais, parce qu'au départ, je faisais quand même peu de vidéos, à part sur l'OM. Il y a eu plusieurs tournants sur ma chaîne YouTube. Le premier, je pense, ça a été la Coupe d'Afrique 2019, plein été, là où l'Algérie est sacré vainqueur. J'avais à cette période entre 10 et 15 000 abonnés. Bon, je suis passé à 30 ou 40 en un mois. J'avais fait des très bonnes stats. Ça a été une aventure au quotidien très prenante. Bon, comme quand je fais la Coupe du Monde. L'Euro, c'est un peu moins suivi. Parmi les 3 grandes compétitions que la Coupe du Monde et l'Euro. Sur YouTube même en général, hein, ça se ressent même dans les débriefs, etc. Mais le premier tournant sur ma chaîne, c'est la CAN 2019. Et en termes d'audience, le record, c'était Égypte-Ghana, 8e de finale. Le pays organisateur, l'Égypte, qui se fait sortir à la dernière minute. L'Afrique du Sud, pardon. Les Bafana Bafana qui sortent les pharaons. Et j'avais eu 15 000 viewers en même temps dans les arrêts de jeu. Donc c'est ça le pic, même si l'Algérie, le Sénégal, je pense qu'on le sait tous, hein, dans nos visionnages, c'est des pays qui nous suivent énormément. Ouais, ça me rappelle CM Football qui a eu aussi des gros pics grâce notamment à la CAN. Lui, je crois que c'était un peu plus tard. Là, ça devait être la CAN en 2021 ou 2022, où le Sénégal gagne. Ouais, 2022, voilà, c'est ça. Ça l'a pas mal boosté. Et ouais, c'est clair qu'on se rend compte globalement que la CAN a vraiment une grosse portée sur YouTube. Il y a beaucoup de vues là-dessus, plus que la Coupe du Monde et beaucoup plus aussi que l'Euro qui a une hype un petit peu plus petite. Ouais, sauf à partir des phases finales. Par exemple, l'Euro, là, c'est monté en puissance comme tout le temps, hein, à partir des quarts, des huitièmes. Après, c'est des communautés différentes. C'est-à-dire que quand je commente l'OM ou des matchs de Ligue 1, je retrouve moins cette communauté africaine sur ces rencontres-là. Ils ont aussi, c'est normal, hein, leurs préférences, leurs compétitions. Quand c'est le Real, le Barça, là, tu en retrouves des grands matchs de Ligue des Champions, donc tout dépend. Mais d'ailleurs, je ne le cache pas, j'ai plusieurs communautés parmi mes 500 000 abonnés qui me suivent. J'ai plusieurs noyaux, entre guillemets. Si tu devais repenser à tes débuts jusqu'à maintenant, il y a peut-être des choses qui t'ont fait perdre du temps. Avec le recul, quelle erreur, selon toi, tu as commis et que les gens qui nous écoutent pourraient gagner du temps en évitant ces erreurs? Clairement, le matériel. Parmi tous les gens qui commentaient les matchs, bon, je vous enverrai en privé les overlays que j'avais en 2018-2019, c'est incroyable, hein. Le niveau du micro, de la webcam, de l'interface, c'est pas que c'est pas soigné, c'est qu'il n'y a même pas le minimum, quoi. Parce qu'à cette période, je pensais que ce qui allait faire la différence, ça allait être le commentaire en lui-même. Je prêtais pas attention au reste. Et j'ai commencé à avoir un petit déclic, sans vous mentir, à partir de 2021. Et encore, 2022, j'ai dû améliorer certaines choses. Et là, on en a parlé en off, mais je dois me créer un décor pour mes vidéos. Ce sera déjà beaucoup plus agréable, parce que c'est un autre style, les lives, les vidéos. Donc oui, le matos, c'est quand même quelque chose d'important. Que ce soit pour les vidéastes et les streamers. Ouais, parce qu'il y a eu à ce moment-là une grosse avancée, il y a eu un YouTube qui se professionnalise et il y a eu il y a eu beaucoup plus d'importance sur le paraître dans YouTube, je dirais, l'importance des miniatures travaillées, l'importance du montage, l'importance du matériel, beaucoup plus de monde aussi, beaucoup plus de créateurs. Il y a eu le Covid qui est passé par là, avec du coup beaucoup plus de YouTubeurs, entre guillemets, de créateurs de contenu. Donc forcément que l'exigence a augmenté. Ouais. Et toi, dans une niche où ta voix importe et le fond aussi, il a fallu évidemment passer par là. Et ton décor me fait penser à l'immigré parisien qui lui aussi dans ses vidéos maintenant a un nouveau décor, n'a plus ce fond vert là. Donc comme quoi c'est un cheminement finalement normal pour tout le monde. Exactement, la concurrence, c'est clair, il y a de plus en plus de vidéastes, de streamers sur YouTube. Et quand tu vois la qualité qui se fait ailleurs, tu es obligé de t'adapter, hein, de faire au mieux toi aussi. Il y a le fond et la forme, les deux comptent. Mais vous êtes vraiment dans une niche où, en général, vous êtes, parce que je ne savais pas que vous vous connaissiez. Ah oui, vous êtes parle très bienveillant entre vous alors que vous commentez les mêmes matchs. Et moi, personnellement, j'ai eu des contacts avec Yanis, j'ai eu des contacts avec Thomas Parfoot.
Les deux, ils m'ont aidé. Par exemple, Yanis, je lui ai demandé c'est quoi le casque qu'il utilisait. Il m'a répondu par mail. Thomas par foot, je lui ai dit comment tu fais tes décors. Il m'a dit j'utilise OBS, etc. Et le fait que vous vous connaissiez alors que vous commentiez les mêmes matchs et que c'est un peu la concurrence, c'est assez spécial pour le YouTube Game. Alors attention, on n'est pas obligé de se connaître, ça s'est fait naturellement, mais ce que tu dis, c'est intéressant d'ailleurs. Et quand il y a un gros problème, on est tous solidaires. Par exemple, Thomas, il a eu un petit problème sur sa chaîne il y a un mois ou deux, un piratage. On était toute la nuit au téléphone avec lui, moi et Yanis par exemple. Ça se passe comme ça, faut le savoir. On se parle souvent en privé. Des fois, il y a eu quelques petits accrochages pas très méchants. Pour des bêtises parfois, rivalité même au MPG, ça passe au bout de 2-3 jours. Des fois, il peut y avoir quelques, mais c'est pas méchant et c'est beaucoup d'entraide. 90% d'entraide sur beaucoup de choses, même au niveau du matériel. Yanis m'a aidé là-dessus, sur certaines choses. Moi aussi, je l'ai aidé sur certains trucs. Donc non, il y a une bonne connexion dans cette niche-là entre commentateurs de foot sur YouTube, entre guillemets. Bon, je dis pas qu'on a des contacts avec tout le monde, mais dans ce qui se fait, les 4-5 plus connus, on se parle. Et même moi, avec Sodred, j'avais des très bonnes relations quand il commentait encore les matchs sur YouTube. Les 2 premières années, il a été très ouvert d'esprit envers moi. Donc c'est vrai que c'est important aussi qu'il y ait une bonne entente, ça crée pas de malaise. Et après, on est en concurrence. Oui, des fois, on peut commenter les mêmes matchs. Des fois, non. Des fois, pas du tout. Et puis, j'ai envie de dire, le gâteau, il est quand même assez grand. On peut pas être tout seul dans un concept. Ce serait trop beau, quoi. Au bout d'un moment, c'est impossible. C'est d'ailleurs la réflexion que je me suis faite quand j'ai lancé les commentaires des matchs. Donc, ça travaille pas plus que ça. Et puis, de toute façon, des créateurs qui ont plus d'audience que toi, il y en a... Tu trouveras toujours quelqu'un qui fait mieux que toi ou qui fait moins bien. Donc, à partir de là, le plus important, les questions que je me pose, c'est réussir moi-même, de faire ce qui me plaît, de faire ce que aussi, on en parlera peut-être plus tard, mais ce que mon audience, ça l'intéresse un minimum, parce que c'est une réflexion que j'ai, sans langue de bois. Est-ce que moi, ça va m'intéresser, mais aussi mon audience, ça peut les intéresser. Donc voilà. Alors, on parle là du positif et moi là je suis totalement d'accord, c'est l'image que j'ai vraiment du, on va dire, YouTube foot en général. Je trouve qu'il y a quand même une bonne ambiance et une vraie ambiance d'entraide pour parler aussi avec d'autres personnes, peut-être un peu plus petits que ceux qu'on a abordés là, mais globalement il y a vraiment, je trouve, une vraie entraide et une vraie... une vraie good vibe au niveau de tous les créateurs foot. Maintenant, on va parler aussi de l'à côté, parce que tu as une forte personnalité. Comment tu gères le fait qu'il y ait aussi cette rivalité avec peut-être des youtubeurs parisiens, avec aussi des commentaires? Forcément, il doit y avoir pas mal de Parisiens qui viennent dans tes commentaires pour soit t'insulter, soit te taquiner par rapport au résultat de l'OM ou par rapport à peut-être un créateur qui t'aurait charrié ou des choses comme ça. Comment tu gères cette rivalité-là et tout ce qu'il peut y avoir à côté de plus négatif, on va dire? C'est une bonne question. Faut savoir que les 3 premières années sur YouTube, avant 2022, par exemple, jamais je chambrais le PSG. Je déteste ce club. Au fond de moi, j'ai vécu les classicos au Parc des Princes et au Stade Vélodrome depuis 2001, pour vous dire. Mais je trouvais que sur YouTube, c'était intéressant de débattre avec des supporters adverses, d'avoir cette objectivité. Si je taquinais 2-3 fois, c'était le grand maximum, mais c'était pas vraiment marquant. J'étais pas réputé pour ça, entre guillemets. Après, c'est vrai que ça fait, on va dire, un an ou deux où je tacle beaucoup plus le PSG. Alors, il y a plusieurs raisons. Parce que je rentrais dans le même game que ceux qui taclent l'OM fortement et qui ont beaucoup de visibilité. Il y en a des, c'est pour chambrer, c'est gentillet, comme Yanis par exemple. Il n'y a rien de méchant, il déborde jamais par exemple. Il y en a d'autres, c'est un peu plus cru, un peu plus dur. Et ça, c'est plus un défaut qu'autre chose, parce qu'on me dit souvent, c'est pas bon, quoi. Il y en a des deux côtés, attention. Il y a autant de Marseillais qui débordent que de Parisiens qui débordent. Ça, j'en ai conscience quand même. Mais moi, parfois, et c'est une erreur que j'ai faite, j'en ai conscience, j'ai été un petit peu trop impacté par les Parisiens qui ont débordé, qui ont touché mon club. Et surtout, je me suis dit, mais ça peut influencer, ça peut peser tous les jeunes supporters de l'OM qui sont sur les réseaux, qui ont entre 10 et 15 ans, qui entendent ces arguments. Et moi, je me suis dit, tu es obligé de répondre. Pas par ego, mais pour défendre ces jeunes supporters de l'OM et leur donner à eux aussi des arguments. J'ai eu quelques petits clashs aussi avec des youtubeurs des clubs rivaux, des vidéastes. Bon, ça c'est entre 4-5 jours pareil, ça c'est vite retombé. Mais moi je suis dans un concept aussi qui est pas simple, commenter les matchs de foot en direct de mon club, où c'est vrai que j'ai beaucoup de Parisiens qui me suivent pour les matchs de l'OM, c'est la rivalité qui fait que.
Et bon, je suis quelqu'un aussi de très très passionné. Et par moments, il y a eu quelques passages un peu, un peu chauds, mais ça, c'est quelque chose quand même que j'ai travaillé. Il faut savoir que dès la fin du match, dès la fin du live, le lendemain, des fois, je supprimais même en replay certains passages parce que j'aimais pas. Moi, je tiens à être quelqu'un de poli, de montrer une bonne image, même si on peut chambrer, mais de pas trop déborder. Donc ça a pu arriver quelques fois, en effet. Et ça, j'en avais conscience dès la fin du match. Et j'en parlais à des proches en privé, et je m'en voulais. Et ça, les gens ne le savent pas. Ouais. C'est la première fois que j'en parle. Je m'en voulais. Parce que, bon, je suis pas quelqu'un de méchant, au fond, pas du tout. Je suis un peu excessif quand il s'agit de l'OM. Mais après, il faut tout pour faire un monde. Il y aura toujours des supporters parisiens, des supporters marseillais, des youtubeurs parisiens. Et ça, c'est ce que les gens m'ont dit. Et ils n'ont pas tort dans le fond. Donc voilà. Ouais, parce qu'il y a l'importance que quand tu as une énorme communauté comme ça, forcément, l'image que tu donnes pour tous ceux qui te suivent, on parlait des jeunes tout à l'heure, de leur donner des arguments, mais il y a aussi l'importance de leur donner une bonne image, du respect, des valeurs du foot et tout ça. Donc forcément que la passion, des fois, prend le dessus et du coup, on en vient à regretter. Mais c'est vrai qu'il faut toujours penser à tout ça. La communauté grandit, l'image qu'on donne est importante et c'est vrai que des fois, il faut faire attention à ne pas déborder. Et tu sais, ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est que des fois, il y a la famille, il y a des proches qui s'écoutent. Et rien que par rapport à ça, je ne peux pas me permettre. Même si l'OM, c'est très important, il y a des proches, il y a des jeunes qui m'écoutent, Marseillais et Parisiens. Donc, mais ça, surtout l'année Tudor, où c'était un peu chaud. On était au coude à coude avec le titre. Bon, cette année, ça arrivait quelques fois aussi, mais ça, j'en ai conscience. Faut pas... Il y en a des, ils n'en ont pas conscience. Ils taclent à mort, méchamment, à fond, mais ils s'en foutent. C'est assumé, c'est comme ça. Moi, c'est pas forcément l'image que j'ai envie de véhiculer. Et d'ailleurs, les 3 premières années sur YouTube, encore une fois, jamais clean et tout. Donc voilà. Tu as vraiment percé par rapport au live, même si je vois que tes oui. vidéos elles statent bien. Mais rester 4 heures en live, parfois je vois que ce soit toi ou d'autres youtubeurs, qu'est-ce qui rend un live intéressant selon toi? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il va rester 4 heures à te regarder? Et comment tu arrives à animer de ton côté 4 heures et avoir toujours des choses à dire, par exemple? Alors, dans la position des viewers qui m'écoutent et qui nous écoutent, il y en a très très peu qui restent 4 heures ou même plusieurs heures d'affilée. Les gens, ils sont de passage. Ça, faut en avoir conscience pendant le match, à la mi-temps ou avant le match. Et c'est normal, c'est humain, j'ai envie de dire. Moi, dans ce que je fais, il y a un avant-match parce que j'essaye d'amener les gens le mieux possible à la rencontre en parlant des compos, de l'actualité, en parlant de tout et de rien aussi parfois. Bon, j'ai un commentaire à assurer pendant 90 minutes, la mi-temps on débriefe un petit peu ce qui s'est passé. Donc en fait, il y a plusieurs étapes et c'est pas pour faire de la langue de bois, le temps il passe très vite. L'avant-match parfois il peut durer 1 heure, voire un peu plus, mais c'est très rare. Mais ça c'est pareil, en général... Ça coulisse, mais j'ai conscience que les gens m'écoutent pas plus de 2-3 heures, où c'est très rare. Ouais, c'est déjà énorme. Et du coup, tu vois des pics? Plus de monde peut-être avant, plus de monde à la mi-temps ou plus de monde pendant le match? Bien sûr, ça dépend. Si un match est en clair sur TF1, M6, des fois je peux avoir plus de monde avant le match que pendant. Parce que ça aussi, ça joue pour nous tous. Si le match est diffusé sur beIN Sport et en clair, il y aura une petite différence au niveau de l'audience. Après, on va me dire, mes meilleurs matchs, c'était à la Coupe du Monde et tout, c'était en clair. Oui, bon, après là, c'est un peu particulier. Et puis, on m'écoute pas que en France. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément accès à TF1, à M6 ou quoi. Mais en général, par contre, les pics Recoba, ouais, c'est pendant le match, surtout en fin de rencontre. Ouais. Mais tu as développé ça avec le temps parce que tu dis que c'est assez facile pour toi. Ouais. Mais est-ce que dès le début jusqu'à maintenant, ça a été facile pour toi de parler aussi longtemps pendant un live? Ou est-ce que ça vient avec le temps? Si quelqu'un il se lance demain, est-ce que toi tu as remarqué quand même une différence entre tes débuts et maintenant? Ça aide quand tu as un maximum d'interaction, c'est clair. Et puis il y a aussi ce côté motivant. Je pense à un créateur qui tourne à 5-10 viewers, pendant quelques mois, il va se démoraliser automatiquement, faut pas se le cacher. Donc il y a des limites à tout. Moi, la première année sur YouTube, je tournais environ entre 50 et 100 viewers. Bon, c'est pas terrible, mais il y avait quand même de l'interaction. Et pour être honnête, de mes souvenirs, parce que souvent les débuts, c'est quelque chose auquel on est attaché. Non, je trouvais pas le temps long, honnêtement, ça va. C'est quelque chose, et je me trouve d'ailleurs plus à l'aise en live qu'en vidéo, par exemple. Des fois, je m'écoute en vidéo et j'aime pas, pour être honnête. J'ai des progrès à faire de ce côté-là.
Ouais, mais c'est vrai que le chat aussi, les interactions qu'on peut avoir avec le chat, ça aide beaucoup. En plus de ça, en plus d'avoir l'habitude, tu as un beaucoup plus gros chat avec beaucoup plus de monde, donc forcément, c'est beaucoup plus facile de parler pendant 4 heures. Le petit qui démarre et qui a pas beaucoup de monde, et en plus de ça, qui est pas forcément à l'aise ou qui a peut-être un petit peu honte de se mettre en avant devant la caméra, puisque peu d'expérience et tout, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, pour toi, parler 4 heures, déjà, bon, tu as une bonne personnalité, et en plus de ça, ben, tu as un chat forcément qui Ouais, permet d'avoir un peu toujours de réactif. l'interaction, toujours Ouais. des sujets. Donc si jamais il n'y a pas grand-chose à dire, hop, il y a toujours quelqu'un qui va envoyer un message ou sur lequel tu peux réagir. Bon, j'ai des matchs où je fais beaucoup moins d'audience, mais il y a toujours un minimum de réactivité, c'est clair et net. Ouais. Ah, vous m'avez donné un flashback vers les débuts de notre podcast au début, parce que toi encore, t'as le match sur lequel te reposer, genre il se passe des choses. Ouais. Moi, je me rappelle au début du podcast, on était deux, et des fois on faisait des podcasts d'1 heure à deux, et il n'y avait pas encore grave du monde qui regardait, donc t'avais limite des trous Ouais, à combler, et en plein live, je me disais, je suis en train de parler de quelque chose, hein, et je suis en train de me dire, bah, de quoi je vais parler Non, après? mais Genre, mon truc, il était déjà en train de voir 2 coups en avance alors que j'étais en train de parler. C'était un truc de fou. Après, Heureusement. ça peut m'arriver quand même, hein. Des fois, je peux tergiverser quand même. Ça peut Ouais. m'arriver, mais bon, c'est pas quelque chose de très gênant et on rebondit assez vite quand même. Ok. Comment le chat change la dynamique dans live? Parce que toi, justement, on en parlait peut-être que tu pars dans un sens, tu as prévu de faire ça, ça, ça. Et est-ce que tu es plus du genre à suivre le chat ou c'est le chat qui interagit avec ce que toi t'as préparé, par exemple? Ça a évolué, ça un petit peu. Au départ, je préparais beaucoup de débats, c'était assez programmé. Puis avec le temps, je peux me laisser aller au débat qu'il y a dans le chat. Ça aussi, c'est quelque chose où je me remets souvent en question hein, en termes d'interaction. Bon, quand c'est l'OM, j'ai tendance beaucoup à parler tout seul, hein, avant les matchs et tout, alors que j'ai une grosse commu qui vient dès le début du live. Mais parce que j'ai un speech à faire, j'ai Tu as des beaucoup choses de à choses dire. à dire. Ouais. Ouais, mais je devrais peut-être un peu plus progresser sur l'interaction. Je pense que je peux encore faire mieux. Mais j'ai pas non plus envie que ça soit que des questions-réponses avec le chat. C'est à moi aussi d'amener les gens vers quelque chose. Sauf si c'est bon, il y a quelques matchs que je commente où là c'est un peu plus du question, c'est un peu plus libre quoi. L'année prochaine, Ça, excuse-moi. tranquille. T'as toujours été régulier dès le début parce qu'on entend tout le temps sur tous les réseaux en ce moment, ouais, si vous postez pas régulièrement, vous allez jamais décoller. On a eu des contre-exemples. Est-ce que toi, tu as un contre-exemple? Est-ce que tu as eu des moments où tu as fait des pauses ou des moments où tu n'as pas été très régulier? Non, j'ai toujours été assez régulier, hein. Au minimum 4-5 matchs commentés par semaine, sauf à la période Covid. Bon, c'était Ouais. un peu le cas pour tout le monde. Mais après, dans ce que tu es en train de dire, tout dépend. Il y a des vidéastes qui ont un rythme de vidéo. Bon, c'est souvent des gros vidéastes, hein, tous les Ouais. 15 jours, etc. Mais quand tu te lances, et avant d'avoir ce déclic, cette première explosion en termes de vues, il faut être un maximum régulier, bien sûr, pour que le référencement il monte petit à petit. Tu parlais de la période Covid, justement. Comment toi tu l'as vécu et comment ça s'est passé? Est-ce que tu postais quand même? Est-ce que tu trouvais des sujets un peu différents? Est-ce que tu parlais juste des news, enfin, des news par rapport au Covid? Ou comment tu l'as vécu cette partie-là? Et j'étais sur Marseille à cette période. Bon, je sortais, enfin non, c'est bien après mes études, hein. Ça faisait 2 ans et demi que j'étais sur YouTube. J'ai eu des problèmes de santé, honnêtement, pendant le Covid, qui m'ont forcé à revenir sur Dijon, parce que moi je suis né à Dijon, j'ai grandi à Dijon hein, à la base pendant plus de 20 ans. Et donc la période Covid, j'étais absent totalement, hein. J'ai pas pu faire autrement pendant 2 mois. Et heureusement qu'à partir de juin, mes problèmes de santé se sont réglés. Et puis il y a eu la reprise de la Liga, je me rappelle, où j'avais commencé à commenter les matchs du Real, du Barça. Bon, la Bundesliga, j'avais pas fait, fin mai. Et puis l'été 2020, c'était une période concernant l'OM où il y avait des rumeurs, les rumeurs de vente saoudienne ont commencé à fuser. On était tous à fond dessus, donc ça a fait exploser un petit peu tout Marseille, tout ça. Et j'ai repris les vidéos aussi à cette période-là. Ok, ouais, donc finalement, il y a eu du mauvais par rapport aux problèmes de santé, mais ça s'est bien rentré par rapport au Covid au final, tant mieux. Ouais, il n'y a pas eu de répercussions et de toute façon, même si j'aurais continué à tourner pendant la période Covid, à la période où j'étais, bon, j'avais à peu près 40-50 000 abonnés, mais je faisais que des lives hein, à ce moment-là, sauf les débriefs de matchs de l'OM. J'aurais pas pu faire grand-chose, même si ça aurait pu me permettre de lancer d'autres concepts, mais j'étais pas prêt à ce moment-là, par rapport au matériel et tout, encore une fois. Donc, vraiment, si c'était à refaire certaines choses par rapport au matos, j'investirais beaucoup plus tôt. Voilà.
On a parlé de contre-exemples sur la régularité. Toi, je pense que tu as un contre-exemple sur autre chose aussi. On dit souvent qu'il faut suivre, entre guillemets, les plateformes dans le type de format dans lesquels elles se lancent, par exemple YouTube avec les shorts, etc. Si on veut des impressions, être vu, tout ça. S'ils mettent en avant un nouveau format, faut y aller et tout. Toi, tu n'as pas de short sur ta chaîne YouTube. Sur Insta, j'ai pas vu de réel non plus. Euh, Il y a encore la question qui se pose en 2024. Est-ce qu'on est obligé de faire des shorts pour de se développer sur YouTube? Moi, j'avoue que je suis victime de ça. Je déteste ça, mais je me sens obligé de le faire. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, c'est vrai que ce format short, il a fait quand même du mal aux vidéastes, etc. Bon, c'est un petit peu le format TikTok. Moi, j'en ferai jamais pour la simple et bonne raison que je pense que ça met un gros coup au référencement et qu'on est obligé de trancher. Soit tu fais des vidéos, voire des lives, et encore c'est pas l'idéal, même ce que je fais, vidéo et live, ou soit tu fais des shorts, mais que des shorts. Parce qu'il y a des articles qui l'ont prouvé, que même des youtubeurs qui en ont parlé, les shorts, attention au référencement, et je suis pas le seul à pas en faire. Si vous regardez un peu des gros vidéastes aussi dans ma branche, on n'y touche pas particulièrement. Donc je trouve ça même plutôt dangereux, même si, attention, ça te fait gagner des abonnés, ça fait des vues, mais ça rémunère pas, faut dire les choses. Il n'y a pas de pub, etc. Mais après, pour quelqu'un qui se lance, attention, ça peut être quelque chose d'intéressant pour se mettre en avant, c'est clair. Même si après, c'est dur de faire basculer ta communauté short vers des vidéos, voire des lives. Ouais, je pense qu'il y a une petite partie qui va venir vers ton contenu long, mais tu en as beaucoup qui sont là pour uniquement le contenu court et du coup vont pas forcément regarder tes vidéos longues. Donc au final, certes, ça va augmenter tes abonnés, mais finalement, sur ton contenu long, si tu voulais les ramener vers ça, tu vas avoir un petit peu de mal. Et il y a l'exemple aussi de CM Football qui s'était mis au short et qui avait créé une nouvelle chaîne, CM Footix pour en faire. Je sais pas s'il a continué, mais ouais, il vaut mieux, je pense, séparer les deux. Ça, parce que pourquoi ça peut pas, te mettre un petit comme coup, il fait, pourquoi pas créer une chaîne short spéciale, ouais. Mais il faut mieux séparer, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et il y avait l'immigré parisien aussi qui disait la même chose que toi par rapport aux vidéos et aux lives, comme quoi il faisait beaucoup de lives et qu'au moment de se lancer sur les vidéos et tout, il avait eu un petit peu de mal et ça avait pris un petit peu de temps avant de faire vraiment des statistiques. C'est vrai, ouais. On va arriver au moment où tu as eu le déclic, tu as eu la lumière qui t'est venue. À quel moment tu t'es dit, je vais pouvoir vivre de ça? Alors, à quel moment je me suis dit ça ou j'ai pu en vivre? Je pense que c'est plutôt j'ai pu en vivre, ou ça devenait quelque chose où... Non, à quel moment dans ta tête tu t'es dit, ça peut être un vrai business que je suis en train de faire? Alors, j'y ai cru un petit peu dès le début. J'avais cet espoir-là, mais pas encore cette ambition. On va dire la période 2020-2021, juste après le Covid, la saison suivante. Là, j'ai commencé à avoir des sponsors qui ont tapé à la porte, une visibilité qui s'est accrue notamment sur l'OM, ce que je recherchais à la base. C'est d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui ma commune la plus fidèle et c'est le plus gros noyau que j'ai. Donc ouais, à cette période-là, en 2020, grâce à l'arrivée des sponsors et encore une fois une visibilité qui progressait petit à petit. Moi en fait sur ma chaîne, bon, j'ai eu quelques faits marquants comme la CAN 2019, mais c'est vraiment monté petit à petit. On ne peut pas parler de gros buzz sur une période donnée. La Coupe du Monde, j'ai bien marché aussi, mais encore une fois, c'était palier par palier. Et par rapport aux sponsors, ils sont venus à toi ou c'est toi qui les as contactés? Ouais. Et justement, par rapport à ça, sachant que c'était assez tôt, donc 2020-2021, comment tu t'es senti par rapport à ça? Parce qu'il y avait peut-être peu d'exemples qui ont eu des sponsors auparavant. On a peu d'informations sur combien on coûte, combien on peut demander. Comment ça s'est passé dans ta tête? Alors c'est eux qui m'ont démarché, on est exactement en 2020. Et bon, j'avais déjà des propositions depuis 2-3 ans, mais souvent c'est des mails, tu sens clairement que c'est des arnaques ou c'est pas crédible quoi. Donc moi j'avais aucun contact, aucun collègue youtubeur, ou du moins si j'avais des contacts youtubeurs, mais on parlait pas de ces sujets-là dans le détail. Il y avait un peu Sodred quand même qui me donnait quelques conseils là-dessus, s'il y avait quand même un peu Sodred, mais j'étais un peu quand même dans l'inconnu, dans la négociation, etc. C'est eux qui m'ont proposé un prix que j'ai accepté d'entrer volontiers. Donc j'avais pas je dirais pas j'avais pas, j'étais voilà, dans l'inconnu. Mais il y a un truc que tu as dit et qui m'a marqué tout à l'heure. On va essayer de revenir dessus. Ouais. Tu as parlé de noyau.
souvent, on a cette discussion avec Recoba qui dit bah, nous, on a un noyau PSG. Mm. Et même si Reco il a commencé à sortir un peu de ce noyau-là et faire autre chose, c'est compliqué. Parce que souvent, tu te prends des commentaires ouais, nous, on est là pour le PSG, etc. Comment, selon toi, quelqu'un il peut avoir un noyau et en créer plusieurs sans qu'il y ait de répercussions sur ses stats? Alors, c'est un parti pris parce que moi, par exemple, si je parlerais que de l'OM sur ma chaîne, que ce soit en vidéo et en live, j'aurais peut-être un peu plus de vues encore. Parce que YouTube référencerait mes vidéos un peu mieux. J'ai vu par exemple CM Football, il parle que de l'OM maintenant. Et je pense que c'est une bonne idée. Après, moi, je peux pas me détacher, je peux pas ne pas continuer ce que je fais, commenter les matchs. Hein. Si je fais que l'OM, surtout que cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe, je suis pas sorti de l'auberge. Donc, je dis pas que c'est l'idéal, hein, bien sûr, de se diversifier, de se varier. Par exemple, si vous comptez vous diversifier, alors, par contre, ça n'empêche pas qu'il y aura des vidéos qui vont faire des gros stats, hein, peut-être même encore plus que le PSG. Mais en termes de référencement, c'est pas facile. Parce que même ces autres noyaux, entre guillemets, il y a des vidéos qui vont les intéresser, d'autres un peu moins. Et dans les recommandations YouTube, ça joue un petit peu. Donc je comprends hein, les questions que vous vous posez. Est-ce qu'on doit s'ouvrir, pas s'ouvrir? Ce matin, j'étais chez Football Club de Marseille, un média local. Et même eux se posaient la question. Est-ce qu'on doit faire des vidéos sur les concurrents en Ligue 1 Est-ce qu'on doit s'ouvrir hors la communauté OM? Donc j'ai pas la réponse exacte. Mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. C'est quoi ta relation avec l'argent, entre guillemets parce qu'il y a pas mal de décisions à prendre avec ta chaîne, notamment la fréquence des pubs que tu mets sur tes vidéos, la fréquence de publication de tes vidéos. Est-ce que tu te dis plus je poste, plus je vais gagner de la thune? Est-ce que tu te dis je vais essayer de mettre plus de pubs dans mes vidéos? Ou est-ce que tu te dis bah, je vais essayer de garder l'expérience utilisateur pour faire encore plus de vues et que au final, je vais gagner plus d'argent parce que je vais faire plus de vues? Bah, au début, je me disais, on va mettre une publicité et basta. Hein, parce que le but, c'était, comme tu dis, de gagner en visibilité, en audience avant tout. Là, depuis 1 an, je mets 2 pubs, une au milieu et une au tout début. Je peux pas en mettre plus. Enfin, c'est que mon avis, selon moi. Après, c'est trop. Et je me mets à la place des gens. S'il y a 3 pubs dans une vidéo, ça commence à faire un peu beaucoup. Même s'il y a une petite amélioration en termes de rémunération. Donc j'essaie de trouver un juste milieu en fait. Dans mes lives, YouTube maintenant depuis quelques mois propose de mettre des pubs en plein live. Chose où il est hors de question parce que ce serait terrible pour moi. Hein. Je perdrais la moitié de mes viewers. Donc c'est uniquement avant le début du live. Voilà, j'essaye de mettre des pubs hein, quand même. Attention, on est là aussi pour gagner notre vie, pour être un peu rémunéré, c'est normal. Mais sans plus. Voilà. Et comment tu gagnes de l'argent avec ta chaîne si on parle de répartition par exemple? Combien en pourcentage les revenus de YouTube ça pèse versus les partenariats, etc. Qu'est-ce qui peut faire gagner de l'argent avec une chaîne YouTube? Bah, si je prends mon propre exemple, mais encore une fois, je suis un cas personnel, on va dire que je suis à 65% les revenus publicitaires, 35% partenariat. Je sais que c'est un peu étonnant. Je me débrouille pas mal. Enfin, je me débrouille mal, et ça, j'en ai conscience. Faut que je contacte un agent. Mais ça, c'est des choses importantes, ça. Et je l'ai compris seulement il y a quelques mois. Parce que moi, j'ai eu cette tendance depuis des années à toujours essayer de poster un maximum, mais il y a tous les à côté. Que ça soit dans l'organisation, les papiers, la paperasse, le matériel, le côté sponsor. Et c'est important pour un créateur, surtout quand tu commences à évoluer. Et moi, je ne suis pas assez rigoureux de ce côté-là. Pas assez rigoureux parce que tu penses ne pas avoir les connaissances ou parce que tu traînes un peu, flemme ou... Je traîne un peu et je privilégie surtout la fréquence de publication. J'ai du mal à me mettre en tête qu'aujourd'hui, tu vas faire ni de vidéo ni de live. Et ça, c'est pas bon quand même, parce qu'il y a la vie à côté et au bout d'un moment, il va falloir... voilà quoi. Non, j'ai eu le même problème que toi enfin, je l'ai toujours, mais là, j'ai essayé d'organiser le truc un petit peu, où j'étais dans une roue d'hamster, où tout le temps, c'est qu'est-ce que je poste, je poste la vidéo, après direct, idée vidéo, que c'est quoi la prochaine, etc., etc. Et tout ce qui est à côté, par exemple, là, on est en podcast à plusieurs. Je faisais
quasiment, je sais pas, 60-70% du taf. Et au final, je me suis dit récemment, bah, on va consolider l'équipe. Parce que le temps que je prends à faire ça, si on sépare les tâches et on trouve de nouvelles personnes pour faire ça, bah, du coup, je vais avoir plus de temps pour trouver des sponsors, etc., etc. Et au final, tu te dis, t'es en train de courir comme un hamster, mais au final, ton truc, il avance pas parce que t'as la tête baissée. C'est ça exactement, et c'est important cette partie partenariat. Mais ouais, c'est une question d'organisation, parfois même d'être un peu en équipe. Hein. Même moi, je suis le seul YouTuber sur ma chaîne, la seule personne visible. Mais il y a parfois des personnes, des créateurs qui ont des contacts, qui s'occupent de ça, de ci, de ça. Donc c'est des questions que je me pose. Et par exemple, juste pour parler de TikTok, où je suis pas trop actif depuis plusieurs mois, j'ai une idée en tête, c'est que quelqu'un s'occupe de mes montages sur TikTok, les posts. Après, au niveau de la rémunération, bien sûr, on s'arrange, on partage, etc. Mais ça, c'est quelque chose où, parce que j'ai pas le temps pour gérer TikTok, etc., que je dois déléguer et que je peux déléguer. Et un contrat gagnant-gagnant, quoi. Ouais, c'est jamais Exact. évident de trouver les mêmes parce qu'il faut qu'ils puissent avoir un peu, Ah ouais. qu'ils comprennent un petit peu qui tu es, comment tu fonctionnes, ce que tu attends. C'est pas évident de trouver quelqu'un qui ait à peu près la même fibre. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à déléguer. Et moi, je voulais revenir par rapport aux partenaires. Tu as dit que tu avais accepté directement quand ils étaient venus vers toi. Aujourd'hui, ça se passe comment? Ça fait un peu plus de temps maintenant, tu as plus d'expertise. Peut-être que tu connais aussi beaucoup mieux les tarifs qui sont pratiqués dans le milieu. Est-ce que du coup, tu as renégocié? Comment ça se passe maintenant? Oui, il y a eu quelques revalorisations. Après, bon, j'ai eu un partenariat. J'ai pas eu 50 partenaires, pour être honnête. C'est-à-dire, c'est souvent des partenariats à l'année, avec des Ok. tarifs fixes mensuels, ce qui est génial hein, pour un créateur d'avoir une sorte de salaire fixe qui tombe tous les mois. Donc ça, j'en suis très satisfait. Après, j'ai jamais été non plus trop exigeant, trop entre guillemets gourmand de ce côté-là. À tort ou à raison, peu importe. Et à côté de ça, sur certaines vidéos, certains lives où il n'y a pas de partenariat, c'est vrai que des fois, je pourrais être à l'écoute de plusieurs propositions. Parce que j'en ai d'autres, des crédibles, des intéressantes, mais souvent, je passe au travers, je m'y intéresse pas plus que ça. Voilà. Ok. Là, j'ai regardé sur ta chaîne, tu es à plus de 1115 vidéos live. Comment tu arrives à garder ce côté fun pour toi après en avoir fait autant? Est-ce que des fois, t'as pas un peu la flemme d'en faire? Alors honnêtement, en termes de commentary, de matchs commentés, j'ai rarement la lassitude. Je sais que c'est fou, hein, parce qu'on se dit, le mec, il reste 3 heures peut-être quotidiennement à commenter des matchs, mais quand tu es devant la rencontre, dans cet exercice et que ça te plaît, honnêtement, peut-être que je l'aurai dans quelques années, hein, ce côté lassitude. Attention, tout va très vite dans la vie. Peut-être que dans quelques années, YouTube ne permettra plus de commenter les matchs sur Internet. On se pose la question aussi, parfois. Mais non, le côté lassitude, je le ressens. Des fois, par contre, sur les vidéos, je peux le ressentir, tu vois. Alors que j'en fais beaucoup moins. Et que ça dure 15-20 minutes. C'est fou. Hein. Parce qu'il y a le montage. Ouais. Et ça, j'aime pas. Ouais. Ouais, il y a le Pourtant, je fais le montage minimum au et- montage. Mais rien que d'aller sur Adobe et d'essayer de couper tel ou tel passage, c'est pas une partie plaisante, par exemple. il y a Certains, ils peut-être adorent. moins Hein. de spontanéité aussi. Ouais, bien sûr. Tu viens d'évoquer, entre guillemets, l'avenir des commentateurs YouTube. Vous êtes de plus en plus. Est-ce que déjà, t'as pas peur d'une division d'audience? Parce que tout à l'heure, tu parlais du gâteau, Mhm. mais il devient quand même de plus en plus petit, ce gâteau, avec les nouveaux, entre guillemets, qui se disent bah en fait, c'est facile, entre guillemets, je peux juste allumer Mhm. ma caméra et faire la même Ouais. chose. Tu vois, il y a pas une grosse marche. Certes, il y a une qualité de la personne qui commente bien. Par exemple, toi, Yacine, vous avez ce côté, vous savez, Yanis, pardon, vous savez commenter. Mais tout le monde se dit, je peux allumer ma caméra et faire pareil. Donc, est-ce que tu n'as pas peur déjà qu'il y ait un plus petit gâteau? Et en soi, est-ce que YouTube va pas, notamment, comme tu as dit, arrêter les commentateurs ou autre chose comme ça? Alors, pour ta deuxième question, on n'a jamais eu trop de problèmes non plus de ce côté-là, c'est-à-dire des droits d'auteur, etc. On n'a jamais été vraiment embêté, sauf au tout début. Et pour la première question, je reconnais, j'ai quand même la chance, comme quelques autres, d'avoir un très bon référencement quand je commente les matchs, où je suis beaucoup plus mis en avant que les autres. Par contre, ça me demande une certaine régularité. Si je lâche l'affaire pendant un mois ou deux, si je pars en vacances, attention, là, bien sûr, ça laissera honnêtement d'autres possibilités à d'autres créateurs, et c'est bien pour eux hein, de se montrer. Après, pour percer un minimum dans ce concept-là, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a plus de monde,
quand tu viens de tout en bas, il faut avoir la qualité, bien s'y pendre, avoir un peu de chance, les trois réunis. Mais avant tout, bien sûr, c'est... Et puis il y en aura d'autres, hein, j'en ai conscience, des créateurs qui vont arriver en commentant les matchs, qui vont avoir une certaine qualité à être dans cet exercice. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Yanis, il y en a d'autres qui sont capables de faire ça. Il y en a plein. Peut-être qu'ils n'ont pas cette idée, peut-être qu'ils n'osent pas, peut-être qu'ils sont dans d'autres branches. Mais voilà. Ouais, pour avoir vu pas mal de petits, c'est un petit peu ça qui revient. Il y a beaucoup de un matériel déjà, des beaux overlays. Ils sont obligés. Savent déjà comment faire, ils sont obligés. Ouais. Et par exemple, en plus de l'audience, il y a aussi l'algorithme qui, des fois, il faut s'adapter, comprendre un petit peu. Tu parlais des shorts tout à l'heure qui peuvent un petit peu biaiser ton référencement. Donc, ouais, c'est pas évident. Moi, je pense que l'algorithme, je l'ai pas mal imprégné dès le départ. Parce que ça aussi, c'est important sur YouTube, hein, d'essayer de comprendre les choses. Et de ce côté-là, même à partir de 2019, etc., bon, parce que des fois, il faut faire des choix, bien sûr. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire et de ce que ma communauté veut faire. Si je commande des matchs qui n'intéressent pas ma communauté, bon, je peux les faire, mais au bout de quelques mois, je vais arrêter. Comme n'importe quel youtubeur, on va pas faire de langue de bois, hein. Si les matchs n'intéressent pas ou si les vidéos n'intéressent pas notre communauté, on va stopper un petit peu, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais ça me fait penser à un truc, parce que je suis un petit peu prisonnier de ma chaîne depuis quelques années. Je parlais du fait de partir en vacances, pourquoi pas quelques semaines, mais aller au stade Vélodrome. Moi, depuis 99, je vais régulièrement au Vélodrome, plusieurs fois par saison. Et depuis 2018, je suis coincé de ce côté-là. Ouais. Et j'ai été au stade contre l'Atalanta pour la demi-finale. Ça faisait 2 ans que j'y étais pas allé. Et dans ma tête, j'avais l'obligation de me faire remplacer. Donc j'ai fait un petit casting sur Instagram, etc. Et j'ai donné la chance justement à un jeune créateur qui commente les matchs. Vous pourrez aller voir le replay si vous voulez après. C'est un jeune commentateur franco-italien spécialisé dans la Serie A, qui a d'ailleurs super bien assuré. Le live, il a super bien marché. Mais ce que j'avais en tête, c'est de prendre une personne qui savait commenter un match, qui allait être à l'aise dans cet exercice, parce qu'on n'est pas non plus des commentateurs professionnels, hein. On serait à la télé ou à la radio, on aurait d'autres consignes, hein. Ça, il faut le savoir aussi. Mais j'aurais pu prendre des youtubeurs marseillais, des débriefeurs, des vidéastes, etc. Et mon audience, d'ailleurs, me l'a conseillé, mais ça n'aurait pas marché autant. Ils auraient été là avant le match, à la mi-temps, mais pendant le match et tout, non. Donc ma priorité, et c'était pas un supporter de l'OM, hein, même le mec, hein. Il était même franco-italien, hein. Certains le prenaient un peu pour un gars de l'Atalanta, mais je savais que c'était le bon choix. Et d'ailleurs, je ne regrette pas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et pour l'année prochaine, pour les années suivantes, parce que je vais me lâcher un petit peu plus avec le temps, hein. Je retournerai au stade 2-3 fois par an, grand maximum. J'ai aussi en tête de prendre quelqu'un dans une école de journalisme sur Marseille. Je pense que ça peut être un choix bien adapté. Un contrat de pige, par exemple. Il y avait vraiment la volonté d'avoir quelqu'un de qualité pour présenter et pas seulement pour la communauté OM, quoi. Ah ouais, mais c'était... Bon, si le mec est pour l'OM et qu'il a cette qualité-là, c'est encore mieux. Tant mieux. Mais j'ai pas trouvé quelqu'un comme ça, tu vois, pour te dire. Ou alors certains n'ont pas accepté parce que c'était pas leur truc. Ah, mais j'aime bien cette mentalité parce que souvent, le problème des chaînes YouTube, c'est qu'elles sont créateurs dépendants. C'est-à-dire que si demain tu veux partir en vacances, c'est compliqué. C'est pour ça que quand on a créé Paris Central, au départ, je me suis dit, je vais le faire tout seul. J'ai commencé à faire des shorts, etc. Après, je me suis dit, c'est compliqué cette histoire. J'ai pris un mec, 2 mecs, 3 mecs. Après, je me suis dit, en fait, maintenant, je peux même partir en vacances. La chaîne, elle continue à tourner. Et c'est pareil pour celle-là. Dès le début, je me suis dit, tu l'as fait la première fois, la deuxième fois, tombe pas dans le piège. Il y a plein de choses à pas faire. Et peut-être un conseil pour ceux qui vont se lancer aussi. Toutes les chaînes, je les ai jamais appelées avec mon prénom, mon nom, etc. Que ce soit créateur de succès au Paris Central, c'est quelque chose de vague qui, que ce soit moi ou que ce soit Rico qui présente, entre guillemets, il y a un sujet, il y a une communauté qui est là pour quelque chose, que ce soit pour être créateur sur YouTube ou pour suivre le Paris Saint-Germain. On n'est pas dépendant. Moi, je peux partir, il peut partir, et ça tournera quand même. Et c'est bien que tu aies ce fonctionnement d'essayer de te libérer de ça en trouvant une alternative. Et moi, je valide ce raisonnement. C'est ça, et ça me permet d'anticiper sur l'avenir. Si je trouve quelqu'un qui peut me remplacer de temps en temps, je serai plus tranquille dans ma tête. Et comme tu dis, je pourrais me permettre de temps en temps de souffler. Après, pour aller contre ça, il y a aussi le fait que, certes, on est le produit, mais même souvent, c'est beaucoup plus fort parce que les gens s'attachent à toi. Les gens, même quand tu fais, Raph, tu dois le savoir, quand tu fais une vidéo
je sais pas moi, sur un live sur le Barça ou autre chose, peut-être qu'il y a énormément de Marseillais qui vont te regarder parce que c'est toi, alors qu'en fait ils s'en fichent du Barça, mais ils ont envie de passer un moment avec toi, ou de regarder une vidéo où tu parles d'autre chose, mais parce que c'est toi. Et ça, c'est fort aussi, être le produit. Et c'est pareil aussi pour les sponsors. Les sponsors, quand c'est toi qui es le produit, quand c'est toi qui le présente, Oui. ils savent que C'est forcément, bien sûr. tu vas engager beaucoup plus de personnes et derrière, tu peux avoir beaucoup plus un taux de conversion Ouais. beaucoup plus élevé Je dis parce pas que que c'est c'est toi. l'idéal, hein. Attention, c'est pas l'idéal, mais de temps en temps, je peux pas être prisonnier à ce point-là en 2024. J'ai fait des Je suis sacrifices en d'accord. 2020, 2021, 2022, etc., 2019, mais je serai obligé un petit peu de passer par là, vraiment occasionnellement, Ouais. Non, mais ça, et à moi c'est faire une le meilleur super choix idée. possible. Voilà. Ah, c'est des stratégies long terme, moyen terme. Et je sais pas, ça dépend. Si, par exemple, Recoba, il aime bien discuter avec sa communauté, etc. Mais déjà, il est moins attaché parce que lui, il fait des vidéos. C'est-à-dire qu'il peut partir en vacances 3 semaines, préparer toutes ses vidéos et les mettre en programmé, et puis voilà. Mm. Mais moi, j'ai vu pas mal de gens qui ont fait des burn-out sur YouTube et qu'au final, tout le travail qu'ils ont fait, il est parti en fumée parce qu'eux, ils peuvent plus le faire. Moi, par exemple, si je fais un burn-out demain, je leur laisse Un les clés pendant burn-out. 3 mois. Mm. Ouais, et puis les streamers, notamment les commentateurs de matchs YouTube, on est encore plus dans l'obligation d'être dans la régularité. Ouais. Parce qu'il y a toujours de l'actualité, il y a des matchs à faire. Un vidéaste, c'est important aussi, hein, une question de référencement. Il faut être régulier, attention. Mais nous, il y a des moments précis. À 21h, il y a ce match-là. Pour un vidéaste, tu peux encore un petit peu t'adapter à ton emploi du temps, à ce que tu as envie de faire, même s'il faut être régulier un minimum. C'est clair. Bah, le commentateur, en fait, tu vas avoir la saison pleine, quoi. Tu vas avoir la saison pleine de mi-août jusqu'à mai, fin mai. Et puis après, bon, tu as une petite fenêtre de tir l'été. Maintenant, il faut essayer de faire quelques vidéos d'actu ou peut-être programmer certains trucs pendant l'été. Mais ça te laisse une petite fenêtre de tir. Mais c'est vrai que pendant la saison, c'est quand même très compliqué. D'ailleurs, ça me fait penser, et des fois, c'est pas que j'ai ces regrets, hein, parce que c'est ce que j'aime le faire. C'est ce que j'aime faire le plus, commenter les matchs, et c'est ce qui marche bien en plus. Mais si je ne ferais pas ça, j'aurais beaucoup plus de temps pour faire des vidéos bien travaillées, bien montées et beaucoup mieux préparées. Mais tu peux pas tout faire, voilà, c'est comme ça. Ouais, il faut faire un choix. C'est comme Yanis, hein, il a la même problématique, hein, je pense. On est avant tout dans le commentaire de match, quoi. Ce qui nous anime. Mais justement, par rapport à ça, aujourd'hui, c'est quoi le futur? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des idées au-delà de peut-être avoir un peu plus de temps pour toi, d'aller au stade et d'avoir un petit remplaçant? Est-ce que tu as d'autres projets peut-être plus gros? Alors je compte dans les années à venir être un peu plus investi dans les vidéos, justement, d'où l'idée de me créer un petit décor, etc. Les vidéos, vous avez remarqué, je pense que c'est 100% sur l'OM, mon club, même si je pourrais en faire d'autres, hein, sur la Ligue des Champions, sur la CAN, ça avait pas mal marché au mois de janvier, mais ça c'est aussi un choix par rapport au référencement. Des fois j'ai cette amertume, on va dire, ou ce regret de ne pas en faire assez sur l'OM, parce que je reste un commentateur qui tape un petit peu à tout, à la Ligue 1, Première Ligue, Liga, les compétitions internationales. Mais si j'aurais une chaîne OM 100%, je pourrais faire davantage là-dessus, avec des émissions, avec des invités, etc. Bref, il y a plein de choses à faire, des vlogs, bon. Et justement, j'ai envie de me laisser un peu plus de temps sur ça, et en plus, je pense que ça pourrait bien marcher, parce que c'est mon noyau le plus important, c'est ma passion. Donc, que je sois encore plus étiqueté OM à l'avenir. Voilà. Tout en gardant quand même ce côté de commenter des matchs importants de Ligue des Champions, de compétitions internationales. D'ailleurs, petit indice, l'année prochaine, je compte faire plus de matchs de Ligue 1 de d'habitude. Ça, j'avais perdu ce côté-là. Il faut savoir que les 2 premières années, je faisais la Ligue 1. Moi, c'est le championnat qui me plaît le plus. Ça concerne l'OM, c'est nos concurrents. C'est le championnat que je connais le mieux. J'ai été baigné là-dedans depuis les années 2000. Hein. Et ouais, j'ai envie, je suis hypé par rapport à ça. Un peu moins touché à la Première Ligue. La Liga, je ne suis pas si chaud que ça, en vérité. Je sais qu'Yanis aime beaucoup, par exemple, faire le Real, le Barça. Moi, je suis moins dans cette trempe-là. Je peux prendre autant de plaisir à commenter un Nantes-Lille, par exemple. Et d'ailleurs, des fois, les matchs sont de meilleure qualité. Hein. Bon, tu peux avoir un match ouvert en Ligue 1 et un match fermé en PL. Il n'y a pas de secret. Bon, après, le Paris Saint-Germain, je ne pourrais pas, par contre. Parce que, pour plusieurs raisons. Ma communauté OM le prendrait mal, et c'est tout à fait logique.
Je serai pas objectif à 100%. Je me vois pas en train d'hurler pendant un but de Paris. À part s'il y a, on sait pas, on est au coude à coude pour le titre, il reste 3-4 matchs. Je peux faire quelques exceptions, bien sûr. Ouais. C'est normal. Mais et puis pour être un petit peu raisonnable, quoi. Ça serait pas un beau message envoyé aux supporters parisiens de voir un Marseillais qui, enfin, voilà, quoi. Moins possible. Justement, par rapport à ça, moi, je parle maintenant de beaucoup de clubs, etc., plusieurs championnats. Mais par contre, tu vois, là, j'ai eu le déclic. Bon, je le ferai pas justement pour la raison aussi de ma communauté qui fait que je pense qu'ils le prendraient mal. Même s'il y en a qui étaient intéressés, je sais parce que comme c'est le rival et tout, forcément, tu as toujours un petit noyau de Parisiens qui est intéressé de savoir un peu ce qui se passe de l'autre côté et tout et de te voir en parler. Mais je me suis dit, par respect par rapport à ma communauté, je le ferai pas. Mais j'ai eu ce déclic au moment où De Zerbi arrive, où je me suis dit, mais en fait, là, j'ai trop envie de parler de l'OM de Zerbi. Je suis forcément beaucoup l'OM parce que j'aime la Ligue 1 et c'est notre rival. Et j'ai envie de parler de l'OM, j'ai envie de donner mon avis, mais je le ferai pas par rapport à ma communauté. Mais j'ai eu cette envie-là quand même. Après, Recoba, tu as une étiquette différente par rapport à moi. Tu as toujours été plus ou moins objectif, même si tu peux chambrer l'OM, ça arrive à tout le monde, évidemment. Mais je pense que ça serait plus approprié pour toi malgré tout. Après, il y aurait peut-être une petite minorité de Parisiens qui le prendraient mal, qui seraient un peu surprises, mais vu que tu as cette étiquette de mec assez objectif, qui parle carré, qui est là pour le ballon avant tout, ça peut le faire. Ça peut le faire, tout dépend l'angle, hein, bien sûr. Mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la partie rivalité au MPG, comment je l'aperçois, comment je l'ai assimilé. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé à parler du Paris Saint-Germain pour tacler le PSG, c'était pas pour faire le buzz entre guillemets, parce que certains le font, et d'ailleurs ça fonctionne, ça marche, mais pas du tout. C'est parce que je me sentais obligé de répondre à telle ou telle personne, tel ou tel créateur. Et ça, c'est un défaut et je l'admets. Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien pour le buzz de faire ça? Oui et non, parce que au final, les supporters du club rival qui t'appréciaient, ils te suivent plus. Donc ça pose moins les likes, etc. Donc je suis même pas sûr si c'est une bonne idée de faire ça. Bon, il y en a des qui sont faits pour ça, comme les Benkouz, Mohamed Eni, enfin il y en a plein aussi côté parisien. Eux, c'est leur style. Mais j'ai pas fait ça pour le buzz. C'est juste, j'ai eu des passages où j'étais agacé, voilà, de la communauté chambreuse du Paris Saint-Germain, alors que c'est ça qu'il faut que je me dise. Il y a les mêmes côtés marseillais, à la moindre contre-performance. Donc ça va dans les deux sens. Et j'avais cette tendance à vouloir répondre à quelques-uns. Bon, voilà. Moi, en général, je réponds pas. Et ce pourquoi aussi je suis plus objectif peut-être, c'est aussi parce que c'est de famille, dans le sens où moi, mon père, il est supporter marseillais. Donc, oui. On essaye de faire attention, tu vois, de pas trop le vexer, surtout ces dernières années où on a pris le dessus. Donc, j'évite de trop chambrer. Et du coup, au final, ça fait partie de ma nature. Incroyable. Après, Recoba, moi, je suis né à Dijon, hein, je suis pas né à Marseille. Hein. Donc, j'ai grandi avec des supporters parisiens. D'ailleurs, Dijon, c'est encore moins loin que Marseille, c'est à 300 bornes. À l'école, il y avait des supporters lyonnais, auxerrois, marseillais et parisiens. Hein. Donc, j'ai cette ouverture d'esprit. Dans la vraie vie, au quotidien, j'ai des vrais amis supporters du PSG, hein, certains abonnés au Parc des Princes. Ça me fait penser que j'ai quelqu'un de ma famille qui est à fond Paris Saint-Germain depuis les années 70, hein, pour être honnête. C'est famille éloignée, hein, vraiment, je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, étiqueté Paris Saint-Germain, voilà, je suis très ouvert d'esprit dans le quotidien. Après, sur les réseaux, c'est autre chose. Et bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que YouTube t'a apporté dans la vie, à part le fait que tu en vives, etc., les expériences, les rencontres, etc., peut-être plus proche de ton club de cœur, des opportunités avec ton club? Plus passionné, tu veux dire, ou plus proche des opportunités? Non, par exemple, je sais pas, je crois que Hugo, une fois, le club lui avait dit de venir faire l'ouverture du magasin, des trucs comme ça. Peut-être que, je sais pas. Ouais, c'était CM Football qui avait fait l'ouverture de la boutique, avec je crois, Puma. sur le Vieux-Port, quelque chose comme ça. Ouais. Je me rappelle, il y a un an. Alors, l'OM, à proprement parler, c'est pas arrivé. Après, oui, j'ai des invitations tantôt chez des médias locaux, etc. Il y a quelques opportunités, mais le problème, c'est que moi, je suis quand même quelqu'un qui a ce besoin d'être productif, de commenter les matchs régulièrement. Donc, des fois, malheureusement, les invitations, même sur d'autres chaînes, etc., j'accepte pas toujours. Question de temps. Et ça, j'ai aussi envie d'évoluer là-dessus, de plus me diversifier et aussi un peu de me faire plaisir. Et côté rencontre, personne? Avec les autres youtubeurs, avec des abonnés, si, bien sûr. J'ai rencontré quelques abonnés dans la vraie vie. Surtout que moi, j'ai cette connexion en direct avec les gens. Donc, après, il faut savoir que
ça évolue beaucoup, hein. Les gens qui m'écoutaient en 2019, en général, ils restent quelques mois ou au maximum quelques années. Après, ils ont leur vie et on le comprend très bien. Je pense que beaucoup de youtubeurs s'en aperçoivent. Si on remonte aux commentaires qu'on avait il y a 2 ans, ça évolue pas mal en fait. Et donc oui, il y a cette proximité avec certains modérateurs, des trucs qui me marquent. Et en termes de youtubeurs, j'ai aussi fait des très bonnes rencontres, que ce soit côté marseillais et extérieur même. Et par rapport à ta communauté, justement, vu que tu es en live et qu'il y a une grosse proximité, en tout cas une plus grosse que ceux qui font des vidéos, est-ce qu'il y a déjà eu des supporters que tu as pu, et qui sont viewers aussi, que tu as pu croiser au stade ou aux alentours du stade? Et est-ce que tu as senti qu'ils étaient, comment dire, très friendly par rapport à toi, un peu comme s'ils te connaissaient déjà, tu étais un ami dans la vraie vie? Ou est-ce que non, tu n'as pas senti ça? Alors, je vis à Marseille, hein, qui est quand même une ville réputée pour le foot, donc oui, ça m'arrive régulièrement d'être reconnu dans la rue. Et quand j'étais au Stade Vélodrome il y a quelques mois, ouais, j'avais fait pas mal de photos aux alentours du stade. J'avoue que ça fait quelque chose, ça fait bizarre, ça fait un peu drôle. Mais bon, c'est quelque chose de plaisant et ça rend fier quelque part. Voilà, ça peut être que positif, de s'arrêter quelques secondes, d'échanger quelques mots et ouais, d'avoir un peu cette reconnaissance, parce que sur les réseaux, il y a de tout, hein. Il y a le côté positif. Bon, même si après, faut pas déconner, on a plus de compliments que l'inverse, hein. Même pour les youtubeurs les plus clivants qui soient. Et même, j'en parlais des fois récemment avec quelques youtubeurs, j'ai l'impression que même parfois, quoi qu'on fasse, même si on va dans des délires farfelus, des choses négatives, il y aura toujours un noyau qui nous suivra coûte que coûte même. Et des fois à tort, on sera toujours défendu par une partie de notre communauté, quoi qu'il arrive. Alors que des fois, on est vraiment en tort, quoi. Ouais, mais c'est dans les deux sens, hein, en vrai, c'est dans les deux sens. Des fois, t'as beau dire noir, et parce que c'est noir, et il y a toujours des gens qui vont te dire non, non, c'est gris, c'est blanc. Et à l'inverse, c'est noir, tu vas dire c'est blanc, il y aura toujours des gens qui vont dire ouais, t'as raison, c'est blanc. Tu peux planter un mec que tu auras toujours des gars qui vont te soutenir, quoi. Et c'est assez fou, hein, de se dire que à la base, on est personne, on fait juste des vidéos, des lives, tout ça. Et puis t'as des gars qui sont vraiment à fond derrière toi et qui te soutiennent jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est fort quand même. Alors, quand on parle de ça, moi je pensais vraiment aux gros créateurs YouTube, TikTok, etc., qui font parfois des choses un peu, voilà, des bad buzz et tout, mais il y a quand même une partie qui les soutiennent. Et des fois, ça paraît fou, vu les affaires qui leur collent au derrière, quoi. Donc, après, il y a aussi des fois, je me dis que la critique fait partie du jeu, parce que si tu prends le positif, il faut aussi accepter le négatif. Par exemple, ce matin, j'étais chez un média marseillais, bon, je regardais un peu les commentaires, il y avait 80% de retours positifs, il y en avait aussi 20% des Marseillais, hein, qui donnaient quelques critiques, mais bon, sur le moment, je me suis dit, bon, en plus, c'était des critiques vraiment, pour le coup, pas vraiment fiables. Mais je me suis dit, ça fait partie du jeu, quoi. C'est des fois, même dans les commentaires positifs, c'est parfois exagéré, extrapolé même. Donc dans le négatif, c'est pareil, hein, c'est un peu d'excès de l'autre côté, faut l'accepter, même si, bon, certains ils vont me dire, ouais, mais tu dois pas accepter les insultes, etc. Bon, mais c'est vrai que dans les réseaux, ça peut partir dans tous les sens. Ouais, on a bien l'habitude. Raph, c'est quoi ton secret qui t'a permis d'arriver là, selon toi? Bah écoute Raph, merci d'être passé dans Créateur de Succès. Avec plaisir. C'est un plaisir de t'avoir dans l'émission. C'était génial, hein, donc merci à vous, et encore une fois en toute sincérité, je regardais même avant que vous me contactiez certaines émissions, j'avais beaucoup aimé celle de Alex Castro, j'ai trouvé qu'il avait donné plein d'anecdotes sur le métier entre guillemets, celle avec Logito était géniale aussi, avec Yanis, bref, CM Football, donc c'est toujours bien préparé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté rapidement. Hein. Merci, ça fait plaisir. Avec plaisir. Ouais, où est-ce que les gens ils peuvent te trouver, Raph? YouTube, hein, Raph Football, on en a parlé tout à l'heure. TikTok, j'essaie de le développer un petit peu. Instagram, j'y touche pas. C'est uniquement des stories sans plus. J'ai pas cet objectif et c'est pas prévu de me développer sur Instagram. Ok. Il n'y a jamais eu la volonté justement de montrer un petit peu plus ta vie privée, montrer un peu plus peut-être le quotidien, montrer une autre image du youtubeur? Ouais, alors oui, ça c'est une bonne question aussi, parce que tu vas me dire c'est un peu étonnant. Dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un de très... je suis ouvert, etc. Mais j'ai aussi un petit côté réservé. Et j'ai du mal à montrer ma vraie vie sur les réseaux, par contre. Pourtant, je suis quelqu'un de franc, hein, d'authentique, qui dit les choses, il n'y a pas de souci. Mais au quotidien, montrer ma vraie vie, etc., j'ai du mal. Et ça, oui, ça serait un plus pour que les gens apprennent à me connaître davantage. D'ailleurs, cette émission, elle va servir aussi à connaître certaines choses que j'ai jamais dites. Mais
Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Ok. Je te suis là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de suivre Raph sur les réseaux. Merci à tous et à rendez-vous dans le prochain épisode de Créateurs de succès. Si t'as aimé cet épisode, t'aimeras aussi celui de l'immigré parisien qui cumule plus d'1 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ou Loguito qui vit de sa passion pour le foot et ça depuis la Colombie. Si toi aussi tu veux suivre leurs pas, rendez-vous sur créateursdesuccès.com.